Hello les amis, c'est Cinéboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique, toujours pour continuer ce marathon de review avant Brand New Day. Cette semaine, on parle de la trilogie Home. Comme d'habitude, ça va spoiler, donc fuyez si vous ne voulez rien savoir de ce qui se passe dans ces trois films. Avant de débuter, place au générique. Débutons sans plus différer avec Spider-Man Homecoming, réalisé par John Watts, sorti en 2017. Après ses spectaculaires débuts avec les Avengers, le jeune Peter Parker, joué par Tom Holland, retourne chez sa tante May, jouée par Marissa Tomei, et reprend le cours normal de sa vie de lycéen à New York, sous l'œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark, incarné par Robert Downey Jr. Soutenu par son meilleur ami Ned, joué par Jacob Batalon, et secrètement amoureux de Liz, incarnée par Laura Harrier, Peter essaie de prouver qu'il est plus qu'un simple et sympathique super-héros de quartier, mais lorsque le redoutable vautour joué par Michael Keaton, un criminel équipé d'un exosquelette ultra technologique, menace la sécurité de la ville, Peter doit faire un choix. Face à ce premier grand défi, il va devoir apprendre ce que signifie réellement être un héros. Avant d'entamer mon avis sur ce reboot, je trouve intéressant de revenir sur la genèse du projet. À la suite du piratage massif de ses serveurs fin 2014, Sony Pictures entame des discussions secrètes avec Marvel Studios. Bien que les premiers échanges échouent, un accord historique est finalement signé en février 2015. Spider-Man intègre officiellement l'univers cinématographique Marvel, donc le MCU. Le personnage fera ses débuts dans Captain America Civil War, avant d'avoir son propre long métrage en solo, dont Sony conserve les droits et la distribution tandis que Marvel gère la création. Pour ce nouveau départ, l'équipe décide de faire table rase du passé. Le réalisateur Mark Webb et l'acteur Andrew Garfield sont écartés au profit d'une vision plus jeune. Le producteur Kevin Feige impose une direction claire, recruter un acteur capable d'incarner un Peter Parker de 15 ou 16 ans, s'inspirer du ton des comédies lycéennes de John Hughes, type The Breakfast Club ou La folle journée de Ferris Bueller, et surtout ne pas raconter une énième fois les origines du héros, avec donc la piqûre d'araignée et la mort de l'oncle Ben. Après le refus de Drew Goddard, la réalisation est confiée à John Watts et le film prend officiellement le titre de Spider-Man Homecoming. Un rewatch qui me donnait trop envie, comme j'ai un rapport particulier avec, c'est l'un des premiers films du MCU que j'ai découvert et un de ceux qui ont forgé mon enfance. C'est aussi grâce à lui que j'adore ce genre-là. J'avais oublié à quel point c'était une super comédie lycéenne, certes légère, mais drôle. L'humour est subjectif, hein, mais ça a fonctionné sur moi à fond les ballons. On ressent bien l'immaturité, le quotidien d'un gamin de 15 ans qui assume ce statut sans que ce soit débile. Tom Holland est guidé par le cœur et il est ma version préférée du héros pour de multiples raisons. Premièrement, c'est selon moi le seul à avoir montré la vulnérabilité et la maladresse adolescente de Peter Parker. Maguire jouait un nerd sympathique, Garfield un ado cool et sarcastique. Holland, lui, capture l'anxiété sociale, l'enthousiasme plus que débordant et la peur de décevoir qui définissent le personnage des comics à l'origine. Il est physiquement confiant, plus bavard, presque hyperactif sous le masque et c'est un vrai choix de jeu, pas juste un costume différent selon moi et c'est la vision que je préfère. En plus de ça, il a construit une vraie évolution, passant du fanboy naïf au jeune homme qui porte au fur et à mesure le poids de pertes réelles, que ce soit Tony Stark, Tante May, et je respecte qu'on préfère le côté plus tourmenté et adulte de Maguire ou l'énergie punk de Garfield, mais sur la nuance, la longévité et la palette de jeu de l'acteur, Tom Holland reste éternellement mon préféré, et puis c'est aussi parce que c'est un des premiers persos que j'ai découvert en lançant le MCU. Dans Homecoming, Peter Parker évite un petit peu, on va dire, le piège de la double personnalité des versions précédentes. Qu'il soit en costume ou au lycée, il reste la même personne, enthousiaste, un peu maladroite et guidée par ses émotions plutôt que par une pure rationalité. Il est totalement débordé par sa vie d'ado, que ce soit avec le quiz, le décathlon de l'école, là, voilà, ses potes. Mais il choisit lui-même d'être Spider-Man par pur plaisir d'aider sa communauté, alors même que le Queens n'a pas un besoin vital de lui. Le vautour de Michael Keaton est un bon méchant prolétaire. Je trouve que dès l'ouverture, ses motivations économiques et familiales sautent aux yeux et sont compréhensibles. Privé d'un contrat majeur par l'entreprise de Tony Stark, Adrian Toomes n'agit pas par vengeance personnelle ou par désir de détruire le monde, mais pour survivre et faire vivre les siens face à un système injuste de riches absolus. Et même si ses actions sont moralement très mauvaises, ça on est d'accord, si on le place dans notre réalité sociale, je trouve qu'il apporte une dimension thématique presque politique et rare pour du Marvel. Le traitement technologique de sa bande est très réussi, on sent tout cet artisanat et le style ferrailleur des armes, ce sont plus, on va dire, des mécaniciens
à la base que des méchants au sens propre, leur arsenal extraterrestre fait maison, assemblé à l'arrache avec de la ferraille et des morceaux de récupération, ce qui renforce le côté pragmatique et terre-à-terre de ces criminels. La scène où Peter rentre dans la maison de Liz, il remarque que le vautour et son père, ça change complètement la dynamique de la romance, et ce trajet vers le bal de promo est la séquence la plus intense et stressante du film. Le fait que Peter soit totalement tétanisé sous pression alors que Tooms recolle juste les morceaux et comprend calmement l'identité du héros, ça crée un suspense bien efficace. Vous cherchez la formule simple, rapide, efficace, Homecoming en est l'exemple fabuleux. La narration va droit au but, c'est très rythmé et je n'ai pas ressenti de longueur. Le scénario a la décence de nous épargner la redite des origines de Spidey. C'est déjà la troisième trilogie du héros, donc tout le monde connaît l'histoire, pas besoin d'en remettre une couche. La scène sous les décombres est aussi un moment que j'ai adoré. Lorsque le bâtiment s'écroule sur Peter, ça prend un petit virage dramatique. J'aime bien que contrairement à d'autres Marvel qui désamorcent l'émotion par une blague, comme la cape dans Doctor Strange, même si ça ne me dérange pas d'habitude, on assume ici la détresse réelle d'un gamin en larmes qui appelle à l'aide avant de trouver la force de se relever seul. C'est son véritable moment fondateur, celui où il accepte pleinement son identité de héros sans l'aide de Stark. C'est un peu aussi le retour des vraies couleurs qui en rond avec la grisaille terne de Civil War. C'est soigné, coloré et contrasté avec de superbes nuances de bleu, rouge et orange. J'aime beaucoup ces jeux de perspective lors de l'affrontement final sur l'avion invisible ou encore la scène de la banlieue à l'ambiance bleutée où le vautour se détache brièvement sur fond de lune comme une menace planeuse. Et bien sûr que ça utilise souvent les CGI, mais John Watts se prend une clim trop immense vis-à-vis de la propreté visuelle de cette renaissance. Ned remplit parfaitement son rôle de sidekick geek et ce qui est drôle, c'est qu'il pose clairement des questions qu'on peut se poser en cours de visionnage. Il a donc dû être très utile au scénariste pour répondre à nos interrogations sans passer par quatre chemins. MJ brille par son sarcasme piquant et le glow-up qu'elle va faire dans la suite de la trilogie est vraiment ouf. Happy Hogan assure une excellente partition comique et le retour surprise de Pepper Potts, joué par Gwyneth Paltrow, dynamise la fin. Il y a des clins d'œil savoureux comme l'intégration du vidéoblog de Peter durant Civil War qui est pas mal pour poser le contexte. De plus, ça enchaîne quelques hommages à la grande trilogie de Sam Raimi comme le logo Marvel revisité avec le thème culte de Spider-Man, Peter retenant le ferry à bout de bras comme le train de Spider-Man 2 même si la scène est évidemment moins bien, ou le vautour esquivant une attaque par un salto arrière rappelant le bouffon vert. Je trouve que ça gère trop bien le comique et le méta avec des fins de scène et des secrets sympas, notamment avec ce plan final hilarant qui balaye d'un coup le trope de l'identité secrète où May découvre que Peter est Spider-Man pour dire une injure. Et là, ça se termine en beauté avec Blitzkrieg Bop et une scène intergénérique en prison où Tooms retrouve McGargan. Gargan se propose d'envoyer ses hommes tuer Spider-Man et demande s'il connaît son identité. Et Tooms préfère garder le secret de Peter. Et c'est là qu'on se dit que le type n'est pas le méchant en réalité le plus horrible que l'araignée ait connu. Et c'est un teasing pour bonne idée en fait, hein, même si je pense qu'il croyait que son retour arriverait bien plus tôt. Sans zapper Steve Rogers qui nous clash sévèrement en se foutant de notre attente pour cette scène post-générique foutrement inutile, c'était rigolo. J'adore ce film, mais mentir serait dire qu'il ne compte aucun défaut. La mise en scène globale reste très sage. Alors oui, les limites physiques de Spider-Man hors de Manhattan sont amusantes, comme sa perte totale de mobilité dans les zones résidentielles ou sur le terrain de golf où il doit courir à pied, et le vertige ainsi que la peur de Peter lorsqu'il grimpe le Washington Monument, lui qui n'était jamais sorti du Queens, sont une excellente idée. Mais ça méritait un traitement encore plus spectaculaire. Tante May est très en retrait, mais ce n'est pas ultra grave, elle est juste là pour justifier, on va dire, le cadre familial dans ce film. Quant au Shocker, il est très vite débarrassé au détour d'une intervention surprise de Dead, ce qui cache un peu le potentiel du personnage, mais apparemment, il est un gros loser dans les comics, donc ça reste respectueux et digne du personnage. Un teen movie qui ne prend pas 15 000 risques, mais qui a le mérite d'être très honnête, coloré et plaisant. Ma note est de 3,5 sur 5. Venons-en maintenant à Spider-Man Far From Home, confié à nouveau aux mains de John Watts et sorti en 2019. Toujours bouleversé par la disparition de son mentor Tony Stark, le jeune Peter Parker décide de laisser temporairement son costume de super-héros au placard. L'araignée sympa du quartier rejoint ses meilleurs amis Ned, MJ et le reste de la bande pour une excursion scolaire de 2 semaines en Europe où il espère enfin déclarer ses sentiments à sa camarade de classe. Cependant, les vacances idéales de Peter tournent court lorsque Nick Fury, joué par Samuel Jackson, et Maria Hill, incarnée par Kobe Smulders, le recrutent pour une mission de crise. Plusieurs créatures mythologiques destructrices, appelées les élémentaux, surgissent à travers le continent. Pour combattre cette menace inédite, Peter doit faire équipe avec Quentin Beck, interprété par Jake Gyllenhaal, un mystérieux combattant venu d'une autre dimension surnommé Mysterio. Épaulé par Happy Hogan, joué par Jon Favreau et guidé par l'héritage technologique de Stark, Spider-Man va devoir assumer ses responsabilités et faire face à un monde en pleine reconstruction. 2 heures de sacré plaisir mené à un rythme effréné qui ne faiblit jamais. L'idée du voyage scolaire de Venise à Prague en passant par Londres, chamboulé par des missions héroïques, me plaît beaucoup et j'adore ce genre d'atmosphère de road trip. Sortir Spider-Man
de New York et de ses gratte-ciel habituels est une bonne idée qui permet de renouveler les décors et ça change drastiquement des autres adaptations. Comme Homecoming, on est dans cet esprit teen movie, mais là, avec les amourettes d'été au centre de l'histoire, et on y retrouve tous les clichés des premiers amours, le voyage entre potes, la volonté de Peter de déclarer sa femme à Angie, tout ça mis dans un comic book movie. Zendaya et Tom Holland, ça fait des étincelles à l'écran, ils forment un tandem exquis et ça se voit qu'ils s'aiment dans la vraie vie, tant leur amour transparaît à l'écran. Ned, encore une fois, le gros boulet de service est toujours cool à suivre, même si dans ce volet, il ne sert pas de geek dans le fauteuil. Et la romance secondaire inattendue entre Happy Hogan et Tante May est très amusante, bien qu'on en connaisse la fin. Quentin Beck, aka Mysterio, est un bon méchant, incarné avec conviction par un Jake Gyllenhaal au look très classe. Ses motivations sont assez ancrées dans l'héritage de Stark et la frustration de ses anciens employés, et son plan utilise la technologie de manière intelligente. Mais les antagonistes dans la trilogie Home ne font que rarement mouche, et ce n'est pas ce que je préfère spécialement. Ça reste un escroc qui fera que la fin est une injustice totale, mais c'est un gros point de bascule pour les suites et un moment presque fondamental avec un mensonge de Beck sur les actes de Spider-Man et les révélations choc sur son véritable nom, Peter Parker. En plus, c'est sublimé par le comeback de J.K. Simmons en J. Jonah Jameson. La seconde scène finale avec Talos justifie bien la relative naïveté aussi de Nick Fury tout au long de l'intrigue, et cette fin où tu dis que le gars reste flemmard, pépère dans son fauteuil en sirotant, car visiblement les affaires du tisseur de toile ne l'impressionnent pas, voilà, elle me plaît quand même. La transition post-endgame et l'explication du blip à travers ce journal du lycée au tout début du film est bien drôle et bien trouvé pour réintroduire la légèreté. Toute cette thématique méta sur l'héritage de Tony Stark, comme quoi Peter doit gérer la pression de lui succéder, fonctionne très bien et offre des moments très sympas, comme la scène dans le jet avec Happy sur fond d'ACDC où Pete croit que c'est du Led Zepp, une confusion qui ne me choque pas vu son côté maladroit et en vrai c'est acceptable comme ce sont deux groupes de rock, mais différents cela dit. Les techniques d'illusion de Mysterio offrent des séquences visuelles qui lorgnent un petit peu vers le cauchemardesque et qui sont assez inventives. Les effets spéciaux globaux, les cascades, les costumes et la BO de Michael Giacchino sont très réussis. Ça repose sur de grosses ficelles, notamment le fait que, par un heureux hasard, le voyage scolaire de Peter change soudainement de direction pour aller précisément à Prague, là où Fury et Mysterio ont besoin de lui. De même, la façon dont Spider-Man esquive absolument toutes les balles et détruit les drones dans le climax frôle parfois le surréalisme. C'est un super-héros, mais j'avais oublié quand même à quel point le film lui donne des avantages et il y a des facilités. Je ne saurais argumenter là-dessus, mais je me suis posé la question, est-ce que pour les connaisseurs de comics, le twist autour de la vraie nature de Mysterio était très prévisible? Parce que j'ai déjà eu quelques réponses, mais voilà, pour moi ça souffre aussi de grosses scènes d'exposition, long monologue de Beck avec ses collègues pour expliquer son plan notamment, mais ça ne me gêne relativement pas. Le grand affrontement final à Londres est pas mal, mais ça manque d'effets pratiques. Et avec tous ces drones, c'est vrai que ce n'est pas fou ce qu'on nous fout dans les mirettes. Spider-Man Far From Home est rudimentaire et manque de grosses surprises ou de grands moments phares, mais ça fonctionne pour ce que c'est. Un bol d'air très rafraîchissant qui marche pour sa légèreté. Un rewatch arachnéen, plein de nostalgie, et je lui décerne aussi la note de 3,5. Examinons maintenant Spider-Man No Way Home avec encore John Watts aux commandes, sorti en 2021. L'identité secrète de Spider-Man est brutalement révélée au monde entier par J. Jonah Jameson suite à une vidéo posthume de Mysterio. Peter Parker voit alors sa vie et sa réputation s'effondrer, entraînant dans sa chute sa petite amie MJ et son meilleur ami Ned Leeds. Ne sachant plus quoi faire, Peter se tourne vers le Docteur Strange, joué par Benedict Cumberbatch, pour lui demander de lancer un sortilège afin que l'univers entier oublie sa véritable identité. Malheureusement, les interventions répétées de Peter durant l'incantation corrompent le sort. La barrière entre les réalités se fracture, ouvrant la porte au multivers. Des super-vilains venus d'autres dimensions comme le Docteur Octopus, joué par Alfred Molina, ou le Bouffon Vert interprété par Willem Dafoe, débarquent alors avec pour seul point commun de connaître le secret de Spider-Man. Peter va devoir faire face au plus grand défi de son existence pour réparer cette erreur et protéger son monde. Un rewatch de bonne saveur, mais le résultat demeure encore imparfait. Si le fanservice était un film, il porterait sûrement ce nom. No Way Home, ce sont 2h20 qui passent d'une traite. Revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire en Spider-Man fait extrêmement plaisir. J'aime que leur retour ait un sens car ils ne font pas de la simple figuration nostalgique mais agissent et permettent au Peter Parker de Tom Holland de comprendre la lourde responsabilité de son costume et d'accepter son deuil sans sombrer dans la vengeance. Ça reste une case de cocher pour rassasier les fans, mais leur comeback arachnéen fait monter rapidement le sourire aux lèvres. Pareil pour ce qui est des méchants, Electro, l'homme sable, le Docteur Octopus et le lézard de retour sur le devant de la scène, c'est aussi réjouissant. Mais s'il y a bien un méchant qui crève l'écran, c'est le Bouffon Vert qui est aussi le principal. Même sans son masque iconique, la simple expressivité faciale de Dafoe apporte cette noirceur et cette extravagance qui contrastent bien avec les derniers méchants du MCU. Il tire le film vers le haut dès qu'il est à l'image et c'est un des super vilains les plus cultes qui soit.
La mort de Tante May aura de grosses répercussions pour Peter, tout comme son sacrifice final faisant que tout le monde l'oublie. Un dévouement qui m'avait choqué, j'avoue. En voyant le film il y a quelques années, je trouvais trop douloureux, dur et conséquent. Mais en revoyant ce troisième opus, j'ai enfin appris à accepter que c'était une étape clé du développement et de la maturité de ce Peter Parker, et je suis impatient d'en découvrir la suite dans Spider-Man Brand New Day. Ce changement, ce deuil, cette étape de refaire pleinement connaissance avec Ned et MJ, et surtout cette renaissance de l'homme araignée qui aura bien grandi et qui passera forcément par la case de la dépression au vu de ce qu'il a enduré. Je ne sais pas si on mesure à quel point le terreau dramatique est énorme pour le prochain film, et la reconstruction de zéro est le sujet qui m'intéresse le plus. J'apprécie dorénavant cette fin, et c'est aussi ça la magie du cinéma. On peut trouver une fin amère au premier visionnage et la juger flamboyante au second. J'aime bien ce rôle de mentor qu'a Doctor Strange, et l'exploitation du multivers n'est pas pitoyable. Le potentiel de pondre le plus grand film Spider-Man est gâché, mais ce n'est pas raté pour autant, puisque malgré son nombre incalculable de personnages, on ne tombe jamais dans l'indigeste et chacun a son petit moment suspendu. La bande originale de Michael Giacchino est un des gros points forts. Elle réussit à fusionner avec subtilité les thèmes historiques de Danny Elfman pour Toby et de James Horner pour Andrew avec le thème moderne de Tom Holland. Ça ne sonne jamais comme un simple copier-coller et au contraire, ça harmonise la liaison entre nos trois Spidey. Les CGI sont très inégaux, ça a souffert d'une production lourde et de délais serrés, et ça se voit. Certains fonds verts sont particulièrement flagrants, notamment lors de la bataille finale sur la Statue de la Liberté qui manque cruellement texturelle, et l'intégration numérique de l'homme sable ou du lézard laisse parfois à désirer, mais ce n'est pas un cauchemar non plus. Il y a de grosses facilités au niveau du scénario, comme le fait qu'un sorcier suprême, enfin ancien sorcier suprême, vu que c'est Wong qui a récupéré le titre à cause du blip, accepte un sortilège multiversel ultra dangereux juste pour aider un adolescent avec ses inscriptions à la fac. Ok, ils ont collaboré ensemble contre Thanos, mais la prise en compte des dangers n'est pas là. La guérison express est aussi une facilité avec Peter qui nous fabrique en seulement quelques heures, voilà, dans un labo de lycée, des remèdes technologiques parfaits pour guérir des pathologies mentales et physiques complexes. Ça paraît gros, mais je chipote car c'est un génie. Des incohérences sont aussi présentes, entre autres la présence d'Electro. Max Dillon est aspiré par le sort alors qu'il n'a jamais appris que Spider-Man s'appelait Peter Parker dans son univers. C'est un détail, mais bon, je me rappelle vraiment pas que dans les films The Amazing, on apprenait ça. Une autre concerne les traces matérielles. On le sait, le sort final efface Peter des mémoires, mais il laisse un flou total sur la survie de ses photos, papiers administratifs et fichiers numériques. La mise en scène ne tente pas grand chose, mais j'aime son aspect plus dramatique que celui de ses prédécesseurs. C'est plus multiversel et je retrouve moins l'âme de teen movie délirant qu'offrait Homecoming et Far From Home, raison pour laquelle je les préfère. Un shoot de nostalgie pure, tantôt bancal et blindé de fanservice, mais qui réussit pourtant à briser son héros pour le faire enfin grandir. Je lui attribue la note de 3 sur 5. Pour clore ce chapitre, c'est un triptyque auquel je porte une énorme attache émotionnelle parce que ces films ont fasciné ma passion du cinéma de super-héros, mais je ne peux pas prétendre qu'il s'agit des plus grands brossant le portrait du héros. On est loin de la trilogie de Tobey Maguire en matière de mise en scène, de photos, de qualité d'écriture, mais cette trilogie Home compte quand même pour moi. Et je voulais juste rétablir quelque chose, que vous m'écoutiez ou non. Je ne pense pas que John Watts soit un si mauvais réalisateur que ça. Au contraire, j'ai vu plusieurs de ses courts-métrages qui sont pas mal, comme The Invisible Dog ou Peter's To-Do List, et même deux autres de ses films qu'il a réalisés hors MCU, Wolves et Cop Car, qui certes ne sont pas grandiloquents, mais ils sont bien réalisés. Et si cette trilogie de Tom Holland est aussi boudée par certains, je pense que ça doit venir de l'écriture, de ces raccourcis faciles et de ces choses incohérentes qu'on a déjà évoquées. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, soyez là, on parle de la duologie Spider-Verse. Dites-moi en commentaire vos avis sur ces films et je suis prêt à en débattre avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis. I'm good.